Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer à l'heure car nous avons, comme chaque fois maintenant, une petite heure devant nous consacrée à un des objectifs, plusieurs, du développement durable. Aujourd'hui, l'émission, c'est le petit journal illustré des objectifs de développement durable qui a été créé par la Fondation AG2R La Mondiale pour montrer de manière opérationnelle, en s'appuyant sur des structures qui ont été financées par la Fondation, eh bien, ce qui se joue derrière les ODD. Cette proposition de la Fondation AG2R La Mondiale s'inscrit dans le cadre de la démarche développement durable du groupe AG2R La Mondiale et elle a été conçue pour l'ensemble des collaborateurs, administrateurs, amis, partenaires du groupe. Les objectifs de développement durable ont été arrêtés, adoptés en 2015 dans le cadre d'un grand programme de développement durable à l'horizon 2030 qu'on appelle l'Agenda 2030. Ce sont 17 objectifs, 169 sous-objectifs qui constituent une sorte d'appel à l'action de tous les pays, pays pauvres comme pays riches ou à revenus intermédiaires, pour promouvoir une prospérité qui protège la planète. Ils reconnaissent ces objectifs que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Et on pourrait renverser les termes. Oui, il faut lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, se réveiller, accélérer un peu les choses, mais le faire main dans la main avec les populations et toujours dans une perspective de prospérité pour tous. Ces ODD nourrissent la démarche de responsabilité sociétale des organisations ou des entreprises, telle que définie par la norme ISO 26000, dont la vocation est double. Inventer un nouveau champ de responsabilité pour les acteurs économiques, qui n'est pas seulement contractuel, légal, mais qui devient éthique, moral, fondé sur une notion d'interdépendance entre les organisations et les territoires et les univers dans lesquels les organisations se développent, et proposer une méthode pour contribuer à un développement plus humain, plus durable au plan social, économique, écologique et culturel. Cette méthode repose sur la capacité des organisations à prendre en compte les besoins d'un territoire, comme les attentes et les idées, les propositions de leurs parties prenantes. Alors la partie prenante, c'est un terme français qui vient de l'anglais, c'est qui traduit le terme stakeholders par opposition à shareholders, par opposition à actionnaires. Quand on parle de parties prenantes, eh bien on parle des salariés en priorité, des citoyens, des fournisseurs, des clients. On n'inclut pas les actionnaires. Si aucun des 17 objectifs de développement durable ne met explicitement en exergue la participation des habitants et des communautés à la prospérité ou même à la réalisation des objectifs, parce qu'en fait, ils s'adressent principalement aux États, eh bien, la méthode RSE, qui est transversale, qui est le levier qui permet de mettre en œuvre, de définir les objectifs, de les concrétiser, eh bien, cette méthode repose assez fondamentalement sur la participation active de chacun à son poste. Et cette participation des salariés, des clients, des fournisseurs, des citoyens constitue un prérequis, un élément structurant de la culture de développement durable. Aujourd'hui, on a souhaité illustrer l'ODD 11 qui s'intitule Villes et communautés durables. Cet ODD traite du territoire. Quand vous allez sur le site internet des ODD, que vous lisez sa définition, il est principalement centré sur le développement urbain. Il part du principe qu'une grande partie de la population mondiale se concentre dans les villes. Et il invite les États en priorité à penser la planification urbaine pour anticiper les grandes mutations qui sont à l'œuvre. Mais ce qui nous a intéressé dans cette ODD 11, ce sont les sous-objectifs 11.4 et 11A et B qui sont transversaux, qui finalement montrent que cette ODD 11 qui traite des villes et communautés durables, en fait, s'inscrit dans un effort de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial, et du coup nous invite à favoriser l'établissement de liens économiques, sociaux, environnementaux, structurants, constructifs dans la durée entre des zones urbaines, périurbaines, rurales,
et à renforcer la planification du développement urbain dans cette perspective. Ça, c'est le premier sous-objectif qui nous intéresse. Deuxième sous-objectif qui nous intéresse consiste à dire que si nous voulons et si nous constatons un accroissement du nombre de villes et des zones urbaines, pour autant, eh bien, il faut, et d'ailleurs, il faut de toute urgence que cet accroissement se fasse avec une perspective, un, d'insertion de tous et toutes, deux, d'utilisation rationnelle des ressources, et trois, d'adaptation aux effets du changement climatique. Voilà Thierry, la présentation de l'ODD 11 qui constitue le cadre de notre discussion aujourd'hui. Et peut-être peux-tu, président de la Fondation, nous dire pourquoi nous avons intitulé l'émission l'Agora aujourd'hui. Alors, nous sommes dans une situation totalement inédite. Vous le savez toutes et tous, je ne vous apprends rien, mais je pense que cette situation nous oblige à dynamiser nos propres actions. Je veux dire, plus que jamais, il est nécessaire de retrouver le chemin du civisme actif. Quand on voit ce qui se passe sur le plan de la scène politique en général, hein, on est bien obligé de prendre conscience qu'il y a une crise qui frappe aussi notre démocratie. Et je pense que ce que vous faites, ce que font d'autres associations et acteurs de l'économie sociale est essentiel aujourd'hui pour réalimenter et redynamiser la démocratie. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Et ce que vous faites en matière de partage, espace partagé, atelier partagé, connaissances partagées, va évidemment en ce sens. Et je voudrais pointer du doigt le fait que ce que vous faites et d'autres nous oblige, à mon avis, à revenir sur la notion de partage des temps. Il va bien falloir quand même reprendre la main sur le partage des temps entre activités strictement professionnelles, activités bénévoles, activités d'engagement, activités évidemment familiales, activités politiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment véritablement de reprendre en main cette question, de réfléchir à cette question et de mieux cerner ce que sont les temps partagés, ce que vous faites naturellement sur le terrain. Alors, je pense aussi que ce qui est intéressant dans cette présentation d'aujourd'hui et dans ce que vous faites, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Non seulement vous partagez des temps de travail, d'activité, etc., mais vous partagez des savoirs. J'étais frappé de voir que, par exemple, il y avait une SIC de sociologues qui partageait son savoir, je crois, avec l'imagination fertile, et il y a d'autres convergences de ce type. Donc je crois que c'est aussi le moment de développer les convergences. Je crois que l'économie sociale et solidaire, sur le terrain, a des convergences avec d'autres, évidemment, entreprises ou associations de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec, évidemment, les collectivités locales et territoriales, avec les syndicats de salariés, avec d'autres types d'organisations, voire avec les entreprises privées traditionnelles. Et je crois qu'il faut cultiver ces convergences, effectivement, pour réussir notamment à atteindre les objectifs de l'ODD 11 et évidemment les autres objectifs. Je crois que cultiver les convergences, c'est naturel à l'économie sociale, mais si j'ose dire, elle ne le fait pas encore assez, et surtout dans cette période où on en a terriblement besoin pour trouver des solutions possibles sur le terrain. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il est important de faire ce que vous faites, mais il faut aussi faire savoir. Il faut faire savoir ce qu'on fait pour démontrer que les possibles existent. Et je pense que je n'insisterai jamais assez sur ce point. Et puis, je crois que ce que vous faites sur le terrain, j'allais dire presque matériellement, physiquement, parce que vous êtes des tiers-lieux naturels, c'est aussi le moment de penser les tiers-lieux aussi par la voie du web, par la voie d'Internet. Je pense qu'il faut décloisonner. Vous décloisonnez sur le terrain, je pense qu'il faut décloisonner entre les différents terrains, entre les différents territoires,
entre les différents acteurs, et il faut qu'on imagine un petit peu ce que peuvent être les tiers-lieux web, si j'ose dire. Je crois que ce sera une façon de faire grandir ce que vous faites sur le terrain et de mieux partager. Et je crois que c'est nécessaire compte tenu de la multiplicité des objectifs. Alors, ce qui m'a frappé aussi en regardant ce que vous faites, et je voudrais insister là-dessus, c'est votre souci, évidemment, là aussi naturel, d'inclure, de jouer un rôle d'inclusion. Alors, c'est parfois les jeunes des banlieues ou des quartiers difficiles, c'est parfois des gens qui sont carrément, je dirais, sans activité fixe, autant que sans domicile fixe. Ça peut être d'autres populations marginalisées. Il est évident que dans notre période, et surtout après les dégâts provoqués sur le plan social par le coronavirus, bien sur le plan social, ces missions dont vous avez la responsabilité, dont vous avez pris la responsabilité tout seul, sont également tout à fait essentielles. Enfin, je voudrais dire que j'ai noté que vous aviez un souci de créativité, d'innovation, et je pense qu'effectivement le renouvellement des méthodes, autant que le renouvellement des publics, parce que j'ai vu ça à travers ce que vous faisiez, est tout à fait essentiel, et je rejoins la notion à nouveau de pluridisciplinarité. Je pense qu'il faut véritablement, dans ces moments où vous cherchez à parfois réinventer, je dirais, ce que vous faites, le renouveler, ajouter de la créativité, il faut plus que jamais partager avec les autres pour mesurer le mieux possible les besoins, mais aussi les solutions, et du coup impliquer les différentes populations intéressées par vos actions. Voilà ce que je vais dire rapidement. Je vais vous laisser la parole parce que c'est le principal. Mais je pense que tous ces points sont essentiels et je serai heureux tout à l'heure de vous entendre sur ces interpellations que je viens de vous faire. Voilà. Merci. C'est à vous parce que c'est vous qui êtes sur le terrain et on a bien envie de vous entendre. Merci. Merci, Président. Et donc, oui, la parole maintenant à nos intervenants et partenaires et amis que je vais présenter en 2 secondes. Hein. Philippe Rigal pour les Imaginations Fertiles, qui est salarié sociétaire et responsable des projets. Catherine Coste de la Bonne Fabrique, cofondatrice et coordinatrice. Christophe André, directeur de Entropie. Alors, le président, dans la continuité de ce qu'a dit Thierry Jantet, peut-être lancer la première question et repartir de ce thème de l'Agora, l'espace public, qui est la question de l'Agora, c'est un espace public de rassemblement social, politique, mercantile de la cité, mais c'est aussi le marché, c'est-à-dire le lieu, le rendez-vous, on se promène, on apprend des nouvelles, se forment des courants d'opinion. C'est le lieu qui réunit les gens, les personnes. Et donc la question que nous nous sommes posée en vous invitant, c'est finalement ce qui vous rassemble, est-ce que ce n'est pas cette question de l'envie de créer un espace où des gens font des choses ensemble? Mais la question, c'est pour qui? Pour produire quoi? Comment et avec qui? Voilà. Que faites-vous? Pourquoi? D'où est partie cette idée rapidement? Et à quoi ressemble cet espace de partager auquel le président faisait référence? Alors, on va commencer avec Catherine pour La Bonne Fabrique. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter rapidement La Bonne Fabrique, effectivement, qui est sous-titré d'ailleurs « Des ressources pour faire ensemble ». Donc, pour dire qu'effectivement, ce projet de faire ensemble sous-tendait fortement le projet, qui est né il y a 5 ans maintenant. On a fêté les 5 ans. Enfin, le lieu a été créé il y a 5 ans et le projet, il y a eu 2 années de maturation. Partant d'une réflexion vraiment d'habitants, de citoyens sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour que notre village soit encore plus agréable à vivre, en quelque sorte. Qu'est-ce qui manque, de quoi on a envie, de quoi on a besoin, dans un contexte où nous, on est, vous le voyez, en montagne, moyenne montagne, mais à seulement 12 km de l'agglo grenobloise, donc avec un certain risque, à un moment donné, de devenir village dortoir. Donc, il y avait vraiment cette démarche-là, au départ, de
de collecter, de fédérer les personnes et de voir quels étaient les projets des habitants. Et 5 ans plus tard, dès le départ, on a eu pas mal d'actions assez éclectiques qui se sont réunies sous la bannière Bonne Fabrique. Et aujourd'hui, on trouve un espace de coworking, salle de réunion, mais on trouve aussi un atelier de type Fab Lab, mais pas que, on dit tout le temps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'art plastique, poterie, vitraux, plein de choses en tout genre et par café. On a une brasserie artisanale qui était au départ gérée uniquement par des bénévoles et qui maintenant on a une personne salariée. On a un jardin partagé et au cœur de tout ça, du coup, cette agora se matérialise par un café associatif et une programmation de soirées thématiques, d'événements, déjà tous les vendredis soirs, mais plein d'événements qui ponctuent toute l'année, avec aussi pas mal d'actions hors les murs. Donc vous voyez là, sur l'image, c'est la transhumance. On a relancé une transhumance festive depuis le début avec le groupement pastoral des éleveurs du village. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de rassembler le plus largement possible des gens qui habituellement ne se croiseraient pas et pour partager des moments conviviaux, mais aussi partager des savoir-faire, des talents, sans aller les chercher forcément ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de ressources en fait dans un petit village de 1200 habitants. Donc l'idée de mutualiser du coup ces savoir-faire, mutualiser des moyens. Voilà, et de contribuer fortement à la dynamique de notre territoire en interne et en accueillant aussi les projets divers et variés des citoyens. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on passe à Entropie. Christophe? Oui, bonjour. Du coup, l'association Entropie, elle accompagne des personnes à autoproduire des objets en bois. Donc, ça peut être des carrioles à vélo, du mobilier, des fours solaires. Et avec la particularité de faire ça en libre, c'est-à-dire qu'on fait des notices qu'on diffuse gratuitement pour que d'autres personnes puissent reproduire ces objets-là. On organise des événements où on présente cette démarche-là du design libre. Et lors d'un événement, on a rencontré une éducatrice qu'on appelle un travailleur pair, c'est-à-dire une personne qui a eu une expérience d'errance avant et qui est devenue, par cette expérience-là, éducatrice et maintenant qui accompagne des personnes de la rue vers un logement. Et du coup, cette personne-là, en fait, était très intéressée par notre projet et elle voulait qu'on accompagne les personnes avec qui elle travaille. Les Imaginations Fertiles, on est une société coopérative d'intérêt collectif qui gérons et animons un tiers-lieu sur l'aire urbaine toulousaine et plus particulièrement à l'heure actuelle dans le quartier du Mirail, qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville, donc un quartier populaire de Toulouse. À l'origine, c'est un projet déjà qui a été porté par 4 femmes et dans l'idée de valoriser, en tout cas de rendre visible et de permettre les coopérations entre des acteurs de l'économie sociale et solidaire et notamment des porteurs de projets qui pouvaient être atomisés sur le territoire et qui avaient peu de visibilité et qui avaient pourtant de l'intérêt à coopérer ensemble, quoi. Le lieu c'est aussi structuré autour des acteurs du design et de l'artisanat. Aujourd'hui, les IF derrière, c'est un lieu pour donc les acteurs de l'ESS, du design, de l'artisanat sur le territoire de Toulouse. C'est aussi animer ces acteurs sur le lieu et sur le territoire pour favoriser les coopérations et le développement. Et aussi les Imaginations Fertiles, désormais, transfèrent le savoir-faire acquis sur le tiers-lieu à la fois à d'autres territoires, donc à la fois des territoires ruraux et des territoires urbains, pour monter, de par des dynamiques collectives, des lieux qui permettent de faire vivre et participer au développement de territoires, mais aussi sur d'autres dynamiques collectives où on accompagne des collectivités pour prendre en considération les usages et les usagers dans la définition de nouveaux projets ou de politiques publiques. Un point sur cette question de faire ensemble, nous, ça a vraiment été toujours au cœur du projet et en ce sens, on a toujours veillé à travailler en plateforme de coopération et de collaboration, que ce soit avec nos sociétaires ou d'autres partenaires. Peut-être deux exemples à ce titre.
Un premier sur le côté artisanat et design. Dans le lieu qu'on occupait jusqu'alors, parce qu'on vient de déménager, on avait monté un projet de showroom vivant des savoir-faire artisanaux, dans l'idée de faire travailler et de travailler avec des artisans, des designers, mais aussi des personnes des makers de Fab Lab, pour croiser les compétences, croiser les savoir-faire et rendre visibles ces compétences et ces savoir-faire dans le lieu, à travers la constitution d'un espace événementiel et donc la visibilité de ces acteurs et de leur savoir-faire. Un deuxième exemple aussi peut-être, Monsieur le Président en parlait, la dimension pluridisciplinaire du travail, notamment avec une SIC de sociologues, la SIC School et un Fab Lab. En fait, de par la présence sur lieu, les échanges, la captation aussi de la complémentarité et l'envie et le plaisir de travailler ensemble, on a monté une méthode d'innovation qui s'appelle la méthode Miaou, méthode itérative d'analyse orientée usage, qui est l'idée d'associer les usagers à différents temps d'un projet à travers une étude, enquête sociologique, des savoir-faire de design pour associer aussi les usagers à la co-conception de solutions, en tout cas de pistes de solutions, et les associer aussi sur du prototypage avec le Fab Lab. Pour finir peut-être et revenir sur le statut de SIC, pour moi, c'est vraiment un des intérêts aussi à faire ensemble, parce que vous parliez tout à l'heure de la dichotomie entre parties prenantes et actionnaires. L'intérêt dans la SIC, c'est que ceux qui détiennent aussi le capital de la société, en fait, sont les parties prenantes. Et donc, on a différents collèges, salariés, fondatrices, partenaires, résidents. Et donc, c'est eux qui sont vraiment à la gouvernance de la structure. Et nous, ça interroge à l'heure actuelle, notre gouvernance est en pleine interrogation à l'heure actuelle, parce que on vient de changer de lieu, changer de territoire, et donc avec des usagers différents, avec des parties prenantes différentes. Et c'est comment faire évoluer cette gouvernance pour qu'elle corresponde réellement à notre territoire et aux nouveaux projets. Merci Philippe. Alors on passe à la deuxième question. Finalement, comment faire? Quelles sont les conditions à réunir pour que ces espaces que vous avez créés, qui ont répondu à une volonté collective à un moment donné et qui se sont développés dans le temps, comment faire pour qu'ils restent ouverts vraiment à tous, à toutes, et que ça tienne? C'est quoi les conditions sur lesquelles que vous devez réunir et que vous devez maintenir dans le temps? Philippe, on reprend avec toi. Au risque de faire un peu de redite, mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est dans un premier temps partir des besoins identifiés sur le territoire. Enfin, là, lors de la constitution de la SIC, par exemple, il y a eu 2 années antérieures d'une association de préfiguration qui a permis d'associer les acteurs du territoire, de réfléchir le projet avec eux. Quand je dis acteurs, c'est à la fois les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des artisans, mais aussi la collectivité, et de partir de réels besoins du territoire avant de monter le lieu, et que ce lieu réponde à de véritables besoins. Après, il y a aussi le deuxième point, c'est être en capacité pour moi de faire évoluer le projet pour qu'il puisse correspondre à la fois à de nouveaux contextes ou à de nouveaux publics aussi. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qu'on avait constaté sur notre précédent lieu. On était en quasi centre-ville, mais à proximité aussi d'un quartier populaire. Et le constat était que pour le coup, on avait quasiment que des usagers quand même plutôt CSP+, 30-40 ans, qui venaient utiliser à la fois nos espaces de travail, mais aussi les espaces du Fab Lab avec lequel on partageait les locaux. Et donc là-dessus, c'est comment s'engager aussi pour permettre la diversité et la mixité sur nos lieux. Et donc, on avait monté, par exemple, des projets à destination de jeunes issus des quartiers populaires, pour leur faire découvrir à la fois la fabrication numérique, l'ESS, et qui viennent et qui s'approprient le lieu pour en être de vraies parties prenantes. Et après, un des enjeux... Oui. Oui, Est-ce que je peux poser pardon. une question?
Quelle est votre relation dans cette recherche, effectivement, de ciblage, si j'ose dire, au meilleur sens du terme? Quelle est votre relation avec les collectivités locales? On a depuis le début, et ça a été un des éléments clés de la part des fondatrices du projet, une relation de partenariat assez fort avec la collectivité. Et quand je dis la collectivité, c'est Toulouse Métropole. Merci Philippe. Donc répondre aux besoins, créer des choses extrêmement concrètes et renouveler très régulièrement, éventuellement très simple pour associer chacun et surtout le travail en coopération étroite avec la collectivité. C'est ça. Et Christophe, une gouvernance dynamique. et une gouvernance qui implique les personnes et qui est dynamique, c'est-à-dire qui, je suppose, qui se renouvelle aussi. C'est ça, tout à fait, qui implique et qui se renouvelle, mais qui implique aussi et comment faire que nos sociétaires aussi soient pas seulement là sur des AG, mais concrètement aussi en liaison forte avec l'équipe salariée pour nourrir, pour l'activité. réorienter, pour proposer, quoi. Super. La participation n'est pas un sujet simple à traiter quand les personnes sont en très grande difficulté personnelle. Et souvent, elle doit être associée, enfin, il y a tout un travail préparatoire et il y a des conditions à réunir. Chez Entropie, ces conditions, elles sont très concrètes. Comment vous pourriez les présenter? Du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, suite à la rencontre avec cette travailleuse pair, on a accompagné des personnes à autoproduire du mobilier en bois pour leur logement, dans le but de pérenniser leur installation, qui s'approprient vraiment leur logement et d'éviter un retour à la rue. Du coup, nous, en fait, on s'est déjà centré sur ce public cible-là, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires sociaux sur le repérage des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées et pour qui ce serait pertinent d'avoir un tel accompagnement avec nous. Donc voilà, n'ayant pas les compétences sociales, on s'appuie sur ces différents partenaires. Voilà. Donc en fait, le premier élément fondamental qui facilite la participation des personnes, c'est le travail. C'est par le travail que vous et l'autoproduction que vous Oui, du coup, on les implique dans un projet de conception et de fabrication d'un objet. Donc vraiment en partant du cahier des charges qu'on fait avec eux pour identifier leurs besoins. Oui. Et ensuite, on conçoit et on fabrique l'objet qui répond à ce besoin-là. Donc en les impliquant dans un projet, il n'y a pas forcément la notion de réinsertion dans ce projet-là, c'est plutôt du bien-être, de la distraction, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu un cheval de Troie vers le travail, parce que finalement, on va devoir être là à des rendez-vous, s'organiser, gérer un projet de A à Z, etc. Tous des savoir-faire et des savoir-être qu'on va avoir besoin par la suite si on reprend un emploi salarié. En fait, c'est la création qui facilite la réimplication dans le projet, c'est ça? Oui. Oui. Ok, merci. Catherine, pour la bonne fabrique, alors comment on fait pour tenir la flamme? Parce que c'est tenir la flamme dans la durée. Quelles sont les bonnes recettes à l'échelle du village? Oui, alors j'ai dans ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, il revenait pas mal de termes que j'avais notés moi aussi. Hein. C'est vrai que c'est souvent quand même, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas ou plus de besoin. Donc ça nécessite vraiment de rester dans une forme de souplesse et d'écoute de comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est mis en place au village entre-temps depuis la création, comment les besoins ou les envies évoluent. Donc, c'est vraiment éviter de se rigidifier dans une certaine forme déjà. Et il y a le côté aussi de l'appropriation du projet. Nous, c'est vrai qu'il y a quelques salariés, mais on a quand même toute une équipe de membres actifs et de bénévoles. Mais moi, j'aime bien parler plutôt aussi de porteurs de projets, c'est-à-dire, il y a les gens, certes, à qui on va demander un coup de main sur des événements, là, comme vous voyez sur la photo, c'est plutôt nos événements de l'été, festifs, extérieurs. Donc, des gens qui vont peut-être venir comme ça ponctuellement, mais tout au long de l'année, on a des gens très impliqués dans la structure qui viennent apporter du contenu. Nous, depuis le début, on a répété
en long, en large et en travers qu'on allait mettre en place un contenant, mais que le contenu, c'est ce que chacun allait apporter. Et on continue à tenir ce discours le plus possible parce qu'on sait vraiment que c'est comme ça que ça se passe et qu'il y a peu de personnes qui vont forcément rester sur la durée. On a un noyau dur qui est là depuis 5 ans, mais après, on voit aussi tout un renouvellement d'année en année, c'est-à-dire des gens qui ont proposé, par exemple, une série d'ateliers ou qui ont prêté main forte pendant une année, qui vont repartir vers d'autres choses après, d'autres qui arrivent. Donc, il faut favoriser cette appropriation du lieu, du projet, des fois en allant chercher des gens ou en tout simplement montrant que c'est ouvert et que c'est vraiment un creuset où chacun peut venir apporter sa passion, son savoir-faire et on lui donne un espace pour proposer quelque chose. En fait, il y a vraiment cette dimension-là aussi, quoi. Et après, comme la dimension des collectivités est abordée, oui, pour moi, je l'ai noté aussi, une des conditions de tenir la flamme dans la durée, c'est d'en avoir déjà les conditions matérielles. Et nous, dans des petits villages comme le nôtre, si on n'a pas la collaboration de la mairie, des élus, c'est très difficile. Nous, le bâtiment dans lequel on a installé, que vous voyez là, vous voyez les drapeaux au-dessus de notre chapiteau, c'est parce que la mairie est installée à côté, on partage un bâtiment. Donc, on a des espaces mis à disposition. Voilà, donc dans la durée, il faut aussi s'assurer qu'on ait ce soutien-là, c'est évident. Je me demande, chacun d'entre vous, chaque organisation, est-ce qu'elle partage avec d'autres associations, d'autres sites qui font la même chose? Parce que c'est vraiment, je pense qu'aussi, pour pouvoir durer, il faut échanger avec ceux qui, peut-être dans des territoires pas très éloignés, ou peut-être très éloignés, font la même chose que vous. Je peux garder la parole pour répondre rapidement à ça. Nous, on est impliqués dans pas mal de réseaux, un réseau tiers-lieu local, mais qui s'étend maintenant au département pour discuter de plein de choses, qui peut être très pratico-pratique, mais voilà, sur les fonctionnements de nos lieux. Et là, on est en train de monter aussi tout un réseau plus sur la Chartreuse, donc plus sur notre territoire moyenne montagne, donc avec pas mal de projets divers et variés, mais qui parlent tous d'alternatives, de transition. On monte aussi un petit réseau de lieux culturels pour partager sur nos programmations, se donner des idées, des pistes d'animation. Donc oui, on est vraiment en lien avec pas mal d'autres projets, sans compter tous les porteurs de projets qui passent nous voir ici pour s'inspirer, pour poser certaines questions, avec qui on reste en contact par après. Donc, Merci, voilà, ça. je crois que c'est essentiel. Merci. Oui, c'est vrai, de la même façon, nous, entre les réseaux de tiers-lieux locaux, les réseaux de tiers-lieux aussi au niveau nationaux qui sont en train de se constituer à la fois à travers France Tiers-lieux, les fabriques de territoire, mais aussi historiquement le réseau des PTCE, parce que nous, on a été dans les premiers PTCE et qui a été aussi une source d'inspiration, de partage, de vision de la coopération dans des lieux ou ailleurs, mais qui a été des éléments fondamentaux dans l'inspiration pour le projet, dans les retours d'expérience, quoi. Ok, Nous, on est merci. pas mal en rapport avec tout ce qui est Maker, le réseau des hackerspace, etc. Et puis après, on a peu d'assos qui ont vraiment une activité similaire à la nôtre, mais on a dans la région l'atelier paysan qui accompagne des paysans à fabriquer, à autoconstruire des outils en métal principalement. Oui, c'est un projet qui a d'ailleurs qui a été primé par le prix Finansol Le Monde il y a 3 ans, je dirais, et qu'on a soutenu à la Fondation. Alors, vos risques, vos perspectives, comment pouvons-nous vous aider? Cette fois, on démarre par Christophe. Tu peux garder la parole. Oui. Du coup, notre public étant extrêmement précaire, il ne peut pas participer financièrement à ces accompagnements. Donc, en fait, ça implique que nous, on fasse le montage financier pour trouver les fonds nécessaires au bon fonctionnement du projet. Et le problème, c'est que beaucoup de financements sont fléchés sur de l'investissement et non sur du fonctionnement. Donc, pour développer notre autonomie financière, on a développé des activités annexes comme la construction de tiny house. Donc, ce sont des caravanes en matériaux biosourcés pour financer des projets à vocation sociale comme le projet Construire pour se reconstruire dont je vous ai parlé. Donc, ces activités annexes qu'il y a, c'est que c'est un peu une escalade d'engagement parce qu'elles demandent aussi d'autres investissements financiers et un temps de travail non négligeable. Et du coup, il faut avoir toujours en tête qu'elles ne deviennent pas prépondérantes sur le projet et l'objet de l'association,
que ce soit vraiment des activités annexes qui soient mises au service de ce projet-là. Catherine, comment on peut vous aider aujourd'hui? Oui, donc les risques, moi j'en vois peut-être 2-3 principalement, mais il y a toujours un risque par rapport au modèle économique de nos structures qui est quand même difficile à trouver. Donc pour nous, surtout dans nos petits territoires, vraiment il y a le côté de diversifier nos actions, nos activités et du coup nos sources de revenus, mais aussi essayer de trouver des partenariats sur la durée, ce qu'on a avec la caisse d'allocation familiale en ce qui nous concerne. Et puis là, maintenant, avec le département qui lance un gros programme de soutien aux tiers-lieux sur 3 ans. Donc, on a eu de cesse de répéter qu'il y a des aides au lancement, à l'investissement initial, c'est super. Mais après, sur la durée, souvent, on manque d'aide au fonctionnement. Et surtout quand on est sur des petites communes comme la nôtre où il n'y a pas beaucoup de ressources, donc très peu de soutien de la commune en elle-même. Voilà, mais bon, ça pour l'instant, on arrive quand même à s'en sortir. Et après, un autre risque, mais je crois que vous en parliez en intro, c'est aussi le côté, on se développe, ça fait 5 ans, on a maintenant des salariés, plusieurs, on s'est quand même, on a développé des actions, on a des choses qui se font de manière plus pro, on va dire. Et à côté de ça, on veut garder quand même cet esprit du départ qui rassemble, qui fédère, qui paraît accessible à tout un chacun. Et on ne veut pas avoir l'air, vu de l'extérieur, de quelque chose de figé dans une certaine forme. Donc, c'est toujours ce risque de ne pas rester ouvert, alors que c'est vraiment le cœur du projet, quoi, de pouvoir accueillir tout un chacun, tout type de projet. Donc, c'est comment concilier tout ça avec un point, et on en parlait aussi, ça a été évoqué, un point fort sur la gouvernance, où nous aussi on questionne ça en ce moment, c'est-à-dire on est de plus en plus nombreux. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour prendre les décisions, voilà, qui tient la barre, le gouvernail, le mât du navire. Il y a cette dimension-là, je dirais. Oui, c'est magnifique. Et Philippe, chez les Imaginations Fertiles, comment tenir, quels sont vos risques et comment pouvons-nous vous aider à… Nous, c'est vrai que là, cette année, c'est un vrai changement, c'est une année de changement d'échelle. Vous avez dit, on vient de changer de lieu, on est en plein travaux et c'est vrai que pour nous, on va demain gérer beaucoup plus d'espace, beaucoup plus et sur un projet ambitieux parce qu'il y a eu une grosse rénovation en haute qualité environnementale du site et tout. C'est comment trouver les bons équilibres à la fois financiers, à la fois aussi pour permettre à chacun de continuer à accéder au site. C'est vraiment un enjeu fort pour nous. Et je pense que ça rejoint un peu ce que disait Catherine, mais je pense qu'il y a un enjeu aussi en termes d'organisation, parce qu'on grossit, même l'équipe salariée, on était 5 il y a 3 ans, maintenant on est 9 et on risque de se développer un peu plus avec l'ouverture du lieu. C'est comment trouver garder une certaine agilité tout en ayant une organisation qui soit pas trop prenante aussi pour les salariés, en tout cas où les gestions de vie pro-perso tiennent. Le mode entrepreneur, ça peut durer un temps, mais là, on a l'enjeu aussi de bien équilibrer ces temps et donc garder une agilité et dans une structure qui soit pérenne aussi pour les salariés. Et après, pour moi, le risque quand même fort, c'est et qui est à mon sens plutôt une opportunité. On est dans un quartier avec des dynamiques qui sont déjà installées, on arrive, nous, et c'est comment faire de ce lieu vraiment un pôle ressources pour le territoire, et donc faire qu'il soit approprié, et de pas simplement avoir des entreprises de l'ESS qui viennent s'installer, et peu de porosité avec les acteurs. Donc là-dessus, on y travaille à travers différents biais, notamment le montage d'un atelier mutualisé, mais l'idée, c'est vraiment comment faire pour travailler ces dimensions interculturelles, comment faire pour que le lieu soit vraiment approprié par son territoire et qui lui rende service. Merci beaucoup à vous trois. Et comme j'ai 5 minutes d'avance sur le conducteur, je vais vous poser la question qu'un de nos participants a posée à la marge. Le dernier rapport du GIEC qui a fuité mardi déclenche des inquiétudes importantes autour de nous, sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens sont
dans vos organisations sont inquiets de cette accélération? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce que vous en parlez? Au sein de la Bonne Fabrique est né il y a 3 ans maintenant un petit sous-groupe qui s'appelle SAP en transition, parce que justement ce genre de lieu, ça permet la rencontre, la discussion, et très vite des personnes qui se sont rendues compte qu'elles partageaient les mêmes préoccupations par rapport au climat, peut-être à l'autonomie alimentaire, à l'autonomie énergétique, etc. Donc ce groupe SAP en transition depuis 3 ans mène des actions en ce sens, et oui, ça fait partie clairement des préoccupations, je pense, de notre population. Voilà. Merci. Christophe, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez au sein d'Entropie? Nous, on a pas mal de volontaires en service civique et du coup, il y a une formation civique et citoyenne qui doit être aussi assurée dans l'association. Donc, on organise souvent des projections de films, on leur propose des lectures de livres et puis on organise un peu des débats là-dessus avec eux. Donc oui, c'est une question qu'on traite en interne. Philippe, rapidement, est-ce que c'est un Oui, bien sujet? sûr, c'est un élément fort qui nous tient. Par exemple, là, sur la rénovation du bâtiment, nous, on a eu des enjeux forts de savoir comment travailler aussi à la fois des éléments de déconstruction dans une logique d'économie circulaire. Sur le site, on a différents acteurs aussi qui sont directement impliqués. Je pense à des structures qui travaillent sur sur le compost, à la fois pour accompagner les collectivités ou pour aussi accompagner des structures pro. Enfin, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, entre guillemets, quoi. Et alors, j'ai une autre question piège, puisque j'ai encore 3 minutes et qui appelle des réponses courtes. Du coup, le taux de participation aux dernières élections a été très, très bas. Est-ce que, selon vous, les démarches, puisque nous voulons traiter la question de l'agora, est-ce que cette participation très concrète, opérationnelle, facilite la participation citoyenne et civique? Je vais dire que c'est un lourd poids que vous faites peser sur nous, entre guillemets. Enfin, je lisais encore un article, là, c'était sur France Info, où la question, est-ce que c'est les médias aussi? Enfin, je pense que c'est quelque chose quand même Enfin, c'est un phénomène qui a différents facteurs. Peut-être que nous, on peut être un facteur pour travailler ces notions de participation, d'implication qui peuvent mener jusqu'à une implication sur des temps électoraux. Après, sans sentir en tout cas une responsabilité forte, je pense que nos enjeux sont, sont liés, mais à une autre échelle, à mon sens. Catherine, oui. Oui, je dirais que c'est plus une participation citoyenne, mais qui se fait déjà d'abord sur le terrain et qui amène, c'est vrai, aussi à un moment donné à des discussions, à s'emparer de certains sujets vraiment locaux. Et c'est vrai, comme c'était dit en introduction, nos sujets sont vraiment, nos projets sont politiques dans le sens d'origine du terme. Et du coup, les gens sont actifs, on sent que les gens qui viennent nous voir et qui sont partie prenante du projet ont ce sens-là du politique, de faire des choses pour leur territoire, pour le village, pour de partager pas mal d'actions. Donc voilà, ça démarre déjà par là, je dirais. Et après, le reste ne nous appartient pas. Merci. Christophe? Je dirais que c'est difficile à évaluer en fait l'impact qu'on peut avoir sur ces questions-là. Ça arrive parfois qu'il y ait des services civiques des années plus tard qui nous rappellent et qui nous remercient pour l'accompagnement, que ce soit technique mais aussi politique, qu'on a pu faire avec eux. Donc voilà, c'est un peu les seuls retours qu'on a sur cette question-là. Merci beaucoup. J'ai aimé la réponse de Catherine et les deux autres, évidemment, mais je crois qu'elle a bien ciblé, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous faites, c'est l'animation de la cité, donc c'est de la politique avec un grand P, et je pense que le rôle que vous jouez et que vous allez amplifier est important pour mobiliser les gens, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont des solutions dans la main, et ça les amène à une réflexion, je dirais, un peu plus, du coup, citoyenne certainement, mais même politique, avec un grand P, bien sûr. Oui, tout à fait. J'ajouterais que souvent, je dis que nous, on est là aussi pour témoigner du « c'est possible », de redonner justement ce champ d'action-là aux personnes et de leur montrer que oui, c'est possible. Notre grand témoin, Anne-Laure Federici. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous apporter ton regard en synthèse voilà, suite à la présentation de tous ces beaux projets?
Merci Delphine. Merci à la Fondation G2R Jardin Mondial. Alors, c'est compliqué. Je voulais peut-être d'abord saluer cette initiative de rendre les ODD accessibles et concrets. Et je trouve qu'au travers de ce qui a été présenté, on voit bien que les ODD, ça peut être un cadre intéressant d'analyse, d'initiative d'acteurs. Honnêtement, j'en étais pas forcément convaincue au départ, mais voilà, je trouve qu'on voit bien que ça peut être un cadre intéressant d'analyse. Alors, le RTES, je travaille au sein du RTES, donc un réseau de collectivités locales, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, des collectivités qui mettent en place des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été indiqués qui croisent les travaux du RTES. Simplement, par rapport aux ODD, je voulais juste témoigner que les collectivités locales aussi commencent à s'emparer du sujet. Avec, par exemple, une ville comme Strasbourg qui a entamé depuis plusieurs années un travail de ODDisation, c'est pas très beau comme terme, mais de son budget, c'est-à-dire d'analyser le budget d'investissement et de fonctionnement de la ville au travers des différents ODD. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai vraiment trouvé ça passionnant et je voulais juste faire un retour autour de 3 mots-clés qui m'ont semblé importants. Alors, le premier, bien sûr, c'est la question des citoyens, des habitants du territoire. Ce matin, comme vous, en lisant mon mail, là, il y a le titre de la Gazette des communes qui titrait « La mort lente de la démocratie locale ». Donc forcément, c'est des sujets qui sont extrêmement présents aujourd'hui. Et je trouve que le titre Agora, la question des espaces publics de proximité est particulièrement bien illustré dans les exemples. Et puis, je trouve que ça rappelle bien aussi qu'on a pu définir l'économie sociale et solidaire comme étant une économie basée sur des engagements citoyens, les engagements citoyens dans l'économie. Et on a vu au travers des initiatives, à la fois de l'émergence des projets, qu'on part de projets de citoyens, d'envie de citoyens qui connaissent leur territoire, qui ont envie de développer des réponses aux problématiques du territoire. Au-delà de cette phase un peu d'émergence à partir de cette initiative citoyenne, on voit aussi que la question de la participation, de la mixité des personnes est une question qui est importante pour les projets, la question de l'appropriation des lieux par les habitants. On a aussi pu voir quelques moyens qui sont mis en place par des initiatives au travers, par exemple, de débats, de projections de films, d'adaptation d'ateliers. Enfin, on a vraiment une vraie réflexion et des vraies actions pour rendre cette participation, pour renouveler aussi un peu les méthodes d'éducation populaire qui sont une composante importante de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on a aussi, c'était un des points que j'avais pensé avant les interventions, mettre en évidence, c'est dans quelle mesure ces initiatives peuvent contribuer à renouveler la démocratie. Et voilà, je trouve que les échanges étaient extrêmement intéressants, à la fois sur l'importance de ces initiatives et en même temps sur le fait qu'on ne peut pas faire peser trop de responsabilité sur ces initiatives, que ça peut être des ferments, des graines, je ne sais pas comment le dire, pour montrer que c'est possible, qu'il y a des choses qui peuvent se faire, mais sans trop renvoyer la balle à ces structures. Donc ça, c'était le premier axe qui me semble important autour de ces questions de citoyens. Le deuxième axe, c'est le deuxième terme que je voulais évoquer, c'est la question de la coopération. La coopération, le faire ensemble, faire œuvre commune, c'est des points qui sont ressortis de façon très, très importante, la question du partage. Et on voit bien que cette question de la coopération, elle est au cœur de la plupart des projets. Cette question de la coopération, elle se fait sur le territoire d'abord. Je pense que la question du lien avec le territoire et de la coopération au sein du territoire avec différents types d'acteurs,
ont été évoqués des partenaires sociaux, les sociologues, les citoyens bien entendu, les entreprises. Donc cette coopération sur le territoire avec différents types d'acteurs, je reviendrai sur la coopération avec les collectivités juste après. C'est aussi une garantie d'adaptation du projet aux besoins des territoires, c'est aussi un facteur de créativité, et ça c'est vrai que c'est aussi une notion qui a été évoquée plusieurs fois. La coopération, elle permet aussi de s'adapter au nouveau contexte, de voir un peu les signaux faibles, les besoins émergents sur le territoire. La question de la coopération aussi avec d'autres territoires ou sur une approche un peu par domaine d'activité, les coopérations par exemple entre tiers-lieux, mais la coopération aussi avec d'autres territoires par rapport à d'autres activités, parce qu'il y a une question aussi un peu de comment dire, à la fois d'interdépendance entre territoires, et puis aussi l'importance qui a été rappelée de partage d'expériences, de sources d'inspiration. Et là, j'étais aussi heureuse de voir évoquer les pôles territoriaux de coopération économique qui aujourd'hui, dont la politique nationale est aujourd'hui relancée, parce que vraiment l'idée à l'origine de ces PTCE, de ces pôles territoriaux de coopération économique, c'était bien de mobiliser différents acteurs autour d'un projet de territoire durable. La coopération économique territoriale, cette coopération économique territoriale, elle peut se manifester aussi au travers d'un outil particulièrement adapté, qui est l'outil de société coopérative d'intérêt collectif, qui a également été évoqué par les imaginations fertiles. Coopération, c'est aussi coopération avec les collectivités locales, et ça forcément c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement au sein du RTES, puisque là c'est un peu le credo du réseau, comment est-ce que les collectivités peuvent travailler avec les acteurs, co-construire la politique publique avec les acteurs, puisque nul n'a de réponse seul. Donc cette question de la coopération avec les acteurs a été illustrée par le partenariat, par exemple, entre Imagination Fertile et Toulouse Métropole, au-delà des changements politiques de Toulouse Métropole. A été évoqué également avec la bonne fabrique, avec la question du bâtiment qui est partagé, l'espace mis à disposition. Et je pense que ce qui est aussi intéressant de mettre en évidence, c'est le fait que les acteurs de l'ESS contribuent aussi à valoriser le patrimoine des collectivités locales. Donc la question de la coopération, il y a aussi une importance une contribution importante des acteurs de l'ESS pour la valorisation du patrimoine des collectivités locales. Il était aussi abordé la question du mode de financement, donc toujours dans le chapeau un peu coopération avec les collectivités, mode de financement, des modes de financement dans la durée pour les activités d'intérêt général, et avec une réflexion intéressante sur comment faire en sorte que les activités annexes ne prennent pas le pas sur le projet à l'origine, sur les activités d'intérêt général. Et puis alors pour terminer, peut-être le troisième terme qui me semble important, c'est la question de système. Alors au sens de comment est-ce que ces différentes initiatives passionnantes peuvent faire système, ou pour reprendre l'expression de Thierry Janté au début, comment cultiver les convergences. Alors faire système, j'ai bien entendu, et ça j'ai trouvé aussi ça très intéressant, l'attention particulière au fait de ne pas rigidifier, d'être dans l'agilité, l'adaptation, la souplesse. Donc faire système, c'est pas en ce sens. C'est pas forcément non plus changer d'échelle. La réponse n'est pas forcément non plus sur le changement d'échelle, même si on voit le développement, par exemple, des imaginations fertiles. Mais c'est vraiment, faire système, c'est vraiment au sens de comment ces initiatives ont un rôle, peuvent avoir un réel effet d'entraînement sur le territoire. Et donc, ça passe par d'abord se faire connaître, qui a été souligné. Ça passe par la pérennité des initiatives. Ça passe bien sûr par la coopération, par l'implication des citoyens. Et puis, ça passe aussi, je pense, par l'inscription de ces initiatives dans les stratégies territoriales, et notamment le fait que ces initiatives puissent être intégrées, par exemple, dans les plans climat, air, énergie territoriale, les PCAET que
que doivent adopter les territoires urbains. Ça passe aussi par la place de l'ESS dans les contrats de relance et de transition écologique qui sont en cours de négociation. Voilà, il me semble important de voir comment est-ce que ces initiatives peuvent aussi s'inscrire dans ces stratégies territoriales dont tout l'enjeu est qu'ils soient bien construits avec les acteurs. Et effectivement, les premiers travaux sur les PTCE ont été accompagnés par la Fondation AG2R La Mondiale. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette synthèse remarquable et ce n'est jamais étonnant venant de toi parce que tu connais incroyablement toutes les familles et toutes les pratiques de l'économie sociale, alternative, solidaire, territoriale. Merci à chacune et à chacun. Merci beaucoup à l'équipe. Merci aux participants d'être avec nous. Donc cette émission sera comme toujours rediffusée, disponible en replay. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 septembre sur la question de la biodiversité. Merci et bravo à vous tous pour tout ce que vous faites. On est très fiers d'avoir pu à un moment ou à un autre vous accompagner et j'espère que ça durera encore longtemps. À très très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.